Merci. Alors, mon ouvrage est donc issu d'un constat. Il existait des livres déjà sur la reine moderne. Je pense au bel ouvrage de Fanny Cossandet, que vous connaissez peut-être, et sur les reines du très haut Moyen-Âge. Mais par contre, il n'y avait aucun livre sur les reines des 14e, 15e siècles. Ce sont des reines qui sont en grande partie oubliées. Donc aujourd'hui, on ne connaît plus vraiment les noms de, je ne sais pas, Jeanne de Bourbon, Blanche de Navarre, Charlotte de Savoie. Ça ne vous dit sans doute rien. Il y en a deux quand même qui sont sortis, qui restent dans la mémoire de la nation France pour les 14e, 15e siècles. Isabelle de Bavière. Alors je dis Isabelle de Bavière, je vous expliquerai pourquoi après. Bien sûr, dans l'historiographie, elle est restée sous le nom d'Isabeau de Bavière. Et Anne de Bretagne, donc ancrée dans notre mémoire, l'une par le rôle politique qu'elle joua. Alors elle est connue comme la grande traîtresse de la nation France, puisque par la signature du traité de Troyes, elle aurait vendu la France aux Anglais. Et l'autre, Anne, par son statut mythifié de dernière duchesse de Bretagne, qui jusqu'au bout se serait battue pour maintenir l'indépendance de sa principauté. Alors j'ai voulu redonner une mémoire à ces reines oubliées. Et donc, il ne s'agit pas ici de biographie d'un portrait de toutes ces reines, mais plus largement de voir ce qui constitue encore le pouvoir au féminin pour les 14e, 15e siècles. Le défi était de reprendre un dossier complexe, donc celui du pouvoir au féminin, celui de la reine de France, objet de très nombreux débats. En effet, pour certains, après une période faste, au XIe, XIIe siècle notamment, sous les premiers Capétiens, la reine, au bas Moyen-Âge, n'aurait plus eu aucun pouvoir, sauf peut-être décoratif. Pour d'autres, au contraire, elle conservait quelques fragments de ce pouvoir, et c'est ce que j'ai voulu montrer. Il fut en effet un temps, du Xe au XIe, début XIIe siècle, XIIIe siècle, où l'épouse du roi agissait comme reine consort, c'est-à-dire qu'elle possédait, aux côtés du roi, par délégation, une part du pouvoir réel. L'autorité des reines capétiennes est particulièrement visible dans les chartes royales, donc les reines des XIe, début XIIIe siècle. Elles souscrivaient à de multiples actes de leurs conjoints ou de leurs fils, et on leur voit donner leur consentement à de très nombreuses chartes prises par les rois. On voit qu'elles agissent, on leur demande d'agir, de signer ces chartes ou d'apposer leur sceau. En revanche, l'autorité des reines s'amenuise ensuite, surtout à partir du règne d'un roi qui s'appelle Philippe Auguste. Donc on est à la fin du XIIe et début XIIIe siècle. Alors pourquoi ? Sous l'influence conjointe d'une progressive consolidation et centralisation du pouvoir royal, mais aussi du développement de la misogynie vraiment cléricale. Les femmes sont entachées de toute une série de vices, péchés d'orgueil, de luxure, tentatrices, etc., etc. Et ceci est conforté par la redécouverte des thèses d'Aristote, qui stigmatisent vraiment la faiblesse du sexe féminin. Peu à peu, donc, la reine cesse d'être considérée comme une partenaire privilégiée. Son nom n'apparaît plus dans les chartes royales. Alors son pouvoir, en tout cas, s'il ne disparaît pas, c'est ce que nous allons voir, en tout cas, il est redéfini hors des chartes royales, hors des actes de la chancellerie. Alors les 14e, 15e siècles me paraissaient d'autant plus importants que l'exclusion des femmes de la couronne de France, donc vous connaissez tous la loi salique, mais en réalité l'exclusion des femmes ne date pas de 1358, de la redécouverte de cette loi salique, elle date de 1316, et elle est seulement confortée ensuite par la loi salique, amenée à s'interroger sur la redéfinition éventuelle de sa place, de ses fonctions au sein du système monarchique. Alors, il faut bien voir que la reine de France ne pouvait pas être un monarque, un roi au féminin. Ce n'est pas un roi au féminin, disposant de la plénitude des pouvoirs, comme bien sûr Isabelle la catholique en Castille, on a tous son exemple en tête, puisqu'elle est vraiment reine à part entière de la Castille, elle en a hérité, ni le pouvoir des reines d'Angleterre, et je pense à Élisabeth Ier Tudor, qui elle aussi a hérité de la couronne d'Angleterre. Pour autant, elle n'était pas cantonnée, la reine de France n'est pas cantonnée à la seule fonction maternelle. Ce n'est pas seulement un ventre, comme on le dit souvent, et elle n'est pas cantonnée non plus à la seule sphère privée. C'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre. La reine avait un statut, elle avait des pouvoirs, elle exerçait un métier, l'office de reine, le métier de reine. Elle participait au bon fonctionnement de la royauté et plus largement de la société politique.
et ce, bien avant les souveraines modernes que l'on connaît bien mieux hein, par l'historiographie, comme Catherine ou Marie de Médicis. Plusieurs indices témoignent de sa promotion, d'ailleurs, au XIVe-XVe siècle, dans plusieurs domaines. Le domaine funéraire, le domaine cérémoniel, le domaine allégorique et artistique, je vous le montrerai. Cette valorisation est commune à l'ensemble des dernières reines médiévales. Parmi celles-ci, Isabelle de Bavière a un statut particulier, spécifique, puisqu'elle est la seule figure féminine réellement investie pour les XIVe-XVe siècles d'une autorité politique. Elle a un pouvoir qui est lié bien évidemment à la folie de son époux, puisque vous savez, son mari est le fameux Charles VI, donc le roi fou, qui n'a pas pu gouverner. Donc elle a eu une espèce de régence, même si on n'emploie pas forcément ce terme pour désigner son pouvoir. Il fallait en tout cas le seconder dans le gouvernement du royaume. Sa régence, entre guillemets, lui valut de rejoindre la longue liste, ce que je vous montrerai, des mauvaises reines. C'est-à-dire que dès l'instant où une femme détient un pouvoir, forcément, elle sort de son sexe quelque part, elle usurpe en quelque sorte un pouvoir qui doit être exclusivement masculin. C'est ce qui explique le surnom qu'on lui donna dès le début du XVe siècle, un surnom péjoratif, et on l'a voulu tel. C'est-à-dire qu'on l'appelle, vous le savez, Isabeau de Bavière, alors qu'en réalité, dans les chartes, partout dans ses lettres, tous les documents hein, que l'on possède d'elle, elle s'appelait Isabelle ou Élisabeth, hein, elle signe, elle, Élisabeth, toutes les chartes et toutes les lettres officielles. Je l'appellerai donc plutôt Isabelle et pas dans le surnom péjoratif hein, d'Isabeau. Alors, quelle métamorphose peut-on observer dans le pouvoir accordé aux reines médiévales? Assiste-t-on vraiment à une redéfinition de son métier après l'exclusion de la couronne de France? Ou s'agit-il d'une consolidation de certaines fonctions, mieux définies notamment juridiquement? Alors, en termes de pouvoir, tout d'abord, quand on examine les chartes, donc voilà, on dispose de toute une série de sources aux archives nationales. Quand on examine les chartes, eh bien, on voit tout de suite le faible rôle politique des reines du bas Moyen-Âge. Elles disposent bien d'un sceau, hein, elles peuvent apposer leur sceau sur un certain nombre de chartes, mais les actes qu'elles signent, que l'on retrouve donc aux archives nationales dans le trésor des chartes, sont toujours soit des fondations religieuses, ça elles pouvaient très bien faire ces fondations et apposer leur sceau, ou alors il peut y avoir des actes de l'administration, mais il s'agit alors d'administrer soit leur dot quand elles sont des reines héritières, et pour l'époque qui m'intéresse, il y a 2 reines héritières qui ont hérité d'une principauté. Il s'agit d'une reine, alors il y en a une que vous connaissez, c'est Anne, donc justement duchesse de Bretagne, qui a hérité du duché de Bretagne et à ce titre qui va agir dans les chartes et qui va apposer son sceau, et là politiquement. Mais attention, il s'agit juste d'apposer son sceau, non pas sur des actes de portée générale, mais seulement hein, sur des actes qui concernent sa principauté, la Bretagne. Alors il y a une reine que vous connaissez moins, je pense, qui, elle, est l'épouse de Philippe IV le Bel, hein, vous savez, le roi de fer, le roi de la malédiction, hein, les rois maudits. Et Philippe IV le Bel, donc son épouse, s'appelle Jeanne de Navarre. Et elle a hérité, elle, du comté de Champagne. Et à ce titre, elle va souvent apposer son sceau sur des actes pris par son époux, mais là encore concernant seulement son comté de Champagne. Donc, les princesses n'agissent plus hein, politiquement. Donc, elles sont écartées effectivement de la couronne en 1316. Les femmes sont écartées de la couronne de France, mais attention, il faut bien noter que par contre, on leur reconnaît un pouvoir dans les principautés. Hein, donc, que ce soit là dans le comté de Champagne ou dans le duché de Bretagne, elles peuvent agir politiquement. On ne leur dénie pas ce pouvoir politique, ce pouvoir gouvernemental. L'exhérédation donc des filles de France est elle-même issue d'un coup de force. Donc on pense toujours à la loi salique. Pour nous, ça nous semble évident que de toute façon, une femme ne peut pas hériter de la couronne. En réalité, pendant longtemps, ce n'était pas le cas. Le miracle, entre guillemets, le miracle capétien faisait que les rois avaient toujours eu des héritiers mâles à la couronne. Donc le problème ne s'était en réalité jamais posé. Et c'est seulement en 1316, donc c'est toute la période des rois maudits, où, quelle que soit la malédiction réellement ou non prononcée par le grand maître de l'ordre du Temple, hein, Jacques de Molay, Philippe IV le Bel donc avait 3 fils, Louis X, Philippe V et Charles IV,
Et tous donc, vont mourir les uns après les autres sans donner d'héritier mâle à la couronne. Donc le premier, c'est Louis X, il meurt en 1316 et il n'a qu'une petite fille pour hériter de la couronne. Elle s'appelle Jeanne, elle est, je ne sais plus, elle a 5-6 ans, enfin elle est vraiment toute petite. Et en plus, c'est la fille de sa première épouse, Marguerite de Bourgogne. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire, c'est justement cette future reine, elle n'était alors que princesse, qui commit l'adultère. Et donc la naissance de la petite fille est aussi entachée d'un soupçon de légitimité. De toute façon, peu importe, celui qui était le plus puissant à ce moment-là militairement, c'était le frère du roi défunt, donc le frère de Louis X, qui s'appelle Philippe V. Il a alors une vingtaine d'années, il a la puissance militaire, il a l'âge qui va bien. Et donc dès 1316, par un espèce de coup de force, contrairement à ce qu'on pourrait penser toujours avec la loi salique, eh bien, il s'impose au pouvoir et c'est lui qui devient roi, sous le nom donc de Philippe V. Alors ensuite, il a bien fallu légitimer cette prise de pouvoir. Donc, les théoriciens du pouvoir ont alors indiqué que, finalement, écrit que les femmes sexe faible ne pouvaient pas hériter de la couronne de France, notamment, alors pour 2 raisons principales. D'une part, parce que par leur mariage, elles pouvaient très bien, du coup, donner la couronne à un roi étranger, à un prince étranger. Mais surtout, ce qui revient sans cesse dans les arguments proposés, c'est que les femmes qui sont quand même exclues du sacré, vous savez que le roi de France, c'est le seul roi qui, par la Sainte Ampoule, détient un pouvoir vraiment venu de Dieu. Et donc, ce que les théoriciens disent sans cesse, c'est comment une femme peut-elle être, elle, sacrée avec cette huile sainte venue de Dieu, cette huile de la Sainte Ampoule. Une femme, donc, ne peut pas hériter du pouvoir parce qu'elle ne peut pas être sacrée avec l'huile de la Sainte Ampoule. Donc, c'est la légitimation au départ, c'est vraiment ces 2 arguments-là. Et puis ensuite, on se met quand même à chercher aussi dans les chartes ce qui pourrait par la loi, et non plus par la force, légitimer cette prise de pouvoir. Et donc, c'est là qu'un moine de l'abbaye de Saint-Denis, qui s'appelle Richard Lescaut, redécouvre cette fameuse loi salique, qui en réalité donc, était une loi très ancienne, celle des Francs saliens, qui ne concernait pas du tout la couronne de France, qui disait juste qu'une femme ne pouvait pas hériter de la terre de ses ancêtres. Mais à partir de cette particularité, donc on en a fait une loi fondamentale du royaume, ce qu'on a appelé ensuite donc la loi salique, et qui devient seulement loi fondamentale du royaume vraiment à la fin du XVe siècle. Ce n'est pas du tout sur l'époque là que j'étudie. Donc si ces femmes sont exclues du pouvoir, si elles n'ont jamais l'autorité politique, si elles ne peuvent jamais être un roi au féminin, du coup, quel pouvoir leur reste-t-il pour les XIVe, XVe siècles? Alors, la reine dispose toujours de l'autorité souveraine dans un cadre bien particulier, celui des délégations de pouvoir et des régences. Dans un article, donc, une historienne justement du Haut Moyen-Âge qui avait déjà écrit sur les reines, citait une lettre du roi Hugues Capet, qui était adressée à une impératrice, et qui disait qu'il lui déléguait une partie de son pouvoir, c'était la reine qui était chargée de le représenter auprès de l'impératrice. Eh bien, donc, la reine agit ici comme on dit consors regni, c'est-à-dire qu'elle elle a vraiment ce pouvoir délégué. Le roi lui a donné une part de son pouvoir. Donc ça, c'est sous le premier roi capétien. Mais ensuite, au XIVe, XVe siècle, on retrouve à nouveau cette volonté de donner la régence à la reine. Alors là encore, comme on connaît bien les reines de l'époque moderne, donc Catherine et Marie de Médicis, on a l'impression que la régence accordée à la reine-mère va vraiment de soi. Ça a toujours été ainsi, finalement. Si l'héritier est mineur, eh bien on accorde la régence à sa mère. Là encore, ce n'est absolument pas le cas. Et la régence donc au féminin, c'est une construction progressive, justement, qui se fait au XIVe, XVe siècle et qui aboutit à ce que vous connaissez ensuite, vous, pour l'époque moderne. Pendant longtemps, la régence était confiée, finalement, ça pouvait être à un ministre puissant, un ministre entre guillemets, au frère du roi, mais pas forcément à la reine. Donc vous savez que la première grande régence, bien sûr, c'est celle de Blanche de Castille. Mais là encore, on ne sait absolument pas si sur son lit de mort, donc son époux c'est très dur à dire, Louis VIII, donc il meurt en 1226,
il est atteint voilà, d'une épidémie, hein, il meurt subitement, et donc on ne sait pas vraiment s'il a confié le pouvoir sur son lit de mort à la reine, à Blanche de Castille, puisque le futur Saint-Louis, donc Louis IX, vous savez, était mineur. En tout cas, peu importe, puisque finalement, dès sa mort, donc les grands conseillers au pouvoir font reconnaître tout de suite la régence donnée à Blanche de Castille. C'est une reine étrangère, c'est une femme, et ils pensent pouvoir aussi continuer à gouverner voilà, le royaume de France. En réalité, donc, Blanche de Castille, elle venait d'une famille, vous savez, c'est la fille donc d'Alphonse VIII, roi de Castille, et elle est petite fille, sa mère c'est Éléonore d'Angleterre, et Éléonore d'Angleterre c'est la fille d'Aliénor d'Aquitaine. Donc c'est la petite fille d'Aliénor d'Aquitaine, hein. Blanche de Castille, il ne faut pas l'oublier dans le pouvoir aussi qu'elle a pu prendre au XIIIe siècle. Et non seulement c'est la petite fille d'Aliénor d'Aquitaine, mais en plus, en Castille, la loi salique, bien évidemment, elle n'existe déjà pas en France, mais en Castille encore moins, puisque en Castille, quand il n'y a pas d'héritier mâle, et ça s'est déjà produit, c'est la femme qui devient un roi au féminin. Parce que quand je dis reine, c'est un peu délicat, parce qu'on peut penser qu'elle est juste l'épouse du roi. Non, en Castille, hein, la reine est vraiment le roi au féminin, elle hérite de la Castille et elle a tous les pouvoirs. Et en l'occurrence, la sœur de Blanche de Castille, qui s'appelle Bérengère, eh bien, elle vient juste d'hériter, elle, de la couronne de Castille, au moment où Blanche elle-même devient régente. Et donc, la régence de Blanche de Castille est sans cesse vraiment un modèle pour toutes ces reines ensuite des XIVe, XVe siècle. Et on y fait référence hein, souvent dans les chartes royales. Donc, c'est un modèle puisque pendant la régence, elle a vraiment tous les pouvoirs régaliens. Hein, voilà, militaire, financier, ce qui est assez rare, hein, c'est pas une petite délégation de pouvoir, elle prend toutes les décisions. Alors, pour les XIVe, XVe siècles, donc cette régence de Blanche de Castille, qui avait été faite, donc on ne sait pas trop, hein, sur le lit de mort ou juste après, mais qui était un modèle, les rois donc, décident de reprendre cette régence à leur compte, et notamment Philippe IV le Bel, dont je parlais tout à l'heure, celui des rois maudits, donc je vous ai dit que son épouse s'appelait Jeanne de Navarre, et bien lui, dans une charte très officielle, décide que si jamais il meurt et qu'on a une minorité royale, c'est la première fois qu'on trouve ça en fait dans un acte officiel, donc c'est quelque chose qui est vraiment pris en amont, s'il meurt, et bien s'il meurt, il décide de confier tous les pouvoirs à son épouse Jeanne de Navarre. Donc petit à petit, la régence se construit, à la fois donc le pouvoir politique, mais aussi ce qu'on appelle la tutelle des enfants de France. Alors Jeanne de Navarre va mourir avant Philippe IV le Bel, donc la régence, on ne la connaît pas bien évidemment, la régence n'aura pas lieu, mais dans la loi déjà, on a prévu qu'elle serait régente. Alors les grands rois du XIVe, XVe siècle, donc ce sont les rois, ceux dont je vais surtout parler, le roi Charles V. Est-ce qu'on pourrait mettre la première? Merci. Donc voilà, je vais surtout vous parler du roi Charles V et ici de son épouse qui s'appelle Jeanne de Bourbon. Et ensuite, je parlerai aussi du roi fou Charles VI et d'Isabelle de Bavière. Charles V décide, donc lui il a eu de gros soucis quand il est arrivé au pouvoir, puisque vous savez son père c'est celui qui a été fait prisonnier au moment où on est dans la guerre de 100 ans. Donc son père qui s'appelle Jean de Lebon a été fait prisonnier à la bataille de Poitiers en 1356, il est retenu prisonnier dans la tour de Londres, et donc Charles V a de grosses difficultés quand il arrive au pouvoir pour s'imposer. Et donc il décide par des lois là, qui deviennent fondamentales aussi, en 1374, par un grand lit de justice au Parlement, eh bien, de mettre en place ce qui devait être la régence s'il mourait, alors que son héritier était encore mineur. Et dans ces lois de succession au royaume, là encore, il donne la tutelle des enfants de France, donc à la reine, à Jeanne de Bourbon. Ce sera la même chose, donc là encore, elle va mourir avant le roi, donc ce sont des régences que vous ne connaissez pas parce qu'elles ne sont pas effectives. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir petit à petit la régence se dessiner dans la loi. Et donc son épouse meurt après un accouchement. Vous savez que c'est toujours très risqué pour une femme, hein. Il y en a un tiers quand même qui meurt au moment de leur accouchement. Et elle meurt d'une fièvre puerpérale, donc 2-3 jours après, en 1378. Sous le fils de Charles V, donc Charles VI, c'est pareil.
le roi est fou. À partir de 1392, il est atteint de sa première crise de folie. Il est dans la forêt du Mans, et puis tout d'un coup, il voit des monstres l'attaquer. Il dégaine son épée, il se met donc à tuer tous ceux qui sont autour de lui, hein, et notamment, il a failli atteindre son frère, donc Louis d'Orléans. En attendant, on sait aujourd'hui que c'est en quelque sorte des crises de schizophrénie, mais des crises qui vont être récurrentes. Donc au début, on parle d'un roi fou, mais on espère que c'est une crise de folie passagère. Et en réalité, la folie du roi va s'installer. Hein, tous les 6-7 mois, en gros, il retombe dans la folie, donc il ne va plus pouvoir gouverner. Contrairement à l'Angleterre, où un roi qui ne peut pas gouverner, d'ailleurs même s'il peut gouverner, il peut être vite renversé, en France, on ne renverse pas, même un roi fou, on ne renverse pas un roi. Sans doute aussi avec cette histoire de Sainte Ampoule et donc d'une huile, hein, d'un sacre voulu par Dieu. Donc Charles VI va gouverner très longtemps, hein, de 1380 à 1422, et il atteint sa première crise de folie en 1392. Donc vous voyez, c'est vraiment un règne extrêmement long, un règne d'un roi qui ne gouverne pas. Et donc lui aussi accorde du coup la tutelle des enfants de France à son épouse, donc Isabelle de Bavière. Donc petit à petit, dans la loi, pour chaque règne de roi, on voit que de plus en plus, la régence au féminin se dessine. Et concrètement, donc, certaines reines vont avoir une délégation de pouvoir ou une régence. Donc Isabelle de Bavière, dont je parlais tout à l'heure. Alors là aussi, je crois que j'ai un portrait après, mais je ne suis pas sûre. Oui, voilà. Donc c'est ici une enluminure qui est très célèbre parce que en fait, le grand écrivain, justement, au féminin, pour une fois, il n'y en a pas beaucoup, du règne de Charles VI et d'Isabelle de Bavière. Donc c'est une femme qui s'appelle Christine de Pisan. Elle a écrit toute une série d'ouvrages, et notamment aussi sur la reine, et sur le pouvoir de la reine. Et là, donc, vous voyez Christine de Pisan qui est à genoux, et qui a fait une compilation de toutes ses œuvres et qui présente justement ses œuvres à la reine. On est en 1414, elle présente ses œuvres à la reine ici, donc Isabelle de Bavière. C'est aussi un temps où, pour la première fois, le portrait des rois et des reines ne sont plus idéalisés. Quand vous allez à Saint-Denis, vous voyez très bien les tombeaux, donc les gisants, les fameux gisants des rois et des reines, qui sont tous finalement, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Si vous regardez leur visage, hein, ils ont tous la même coupe de cheveux, le même visage. Les reines, pendant longtemps, c'est la même chose. Ce sont des portraits toujours idéalisés du roi et de la reine. Et à partir de Charles V, donc on est seulement dans la seconde moitié du XIVe siècle, c'est la première fois que l'on voit apparaître, que ce soit dans les tableaux, comme au Louvre, hein, vous savez, dans le département des peintures françaises, le tableau qui ouvre, c'est celui justement de Jean II le Bon, le père de Charles V, et c'est la première fois qu'on a vraiment le visage d'un roi. Auparavant, on peut toujours vous dire, oh bah oui, il était comme ci ou comme ça, mais en réalité, on ne sait pas, et les portraits n'étaient pas du tout réalistes. Et là aussi, donc je vous dis tout ça parce que pour la première fois, on a ici le portrait d'une reine, Isabelle de Bavière. Il ne s'agit pas du tout de l'idéaliser, vous voyez, elle est représentée avec déjà un double menton, le visage très lourd, etc. Et ces fameuses coiffes, hein, que l'on connaît, donc elle s'épilait très haut, hein, vous voyez, là les cheveux, tout ça, elles sont épilées, et donc on mettait ces espèces de cornettes et autres. En tout cas, donc c'est un portrait ici réaliste de la reine. Donc elle gouverne, je ne vais pas vous détailler tout son gouvernement, mais à plusieurs reprises, hein, c'est vraiment elle qui a eu le pouvoir politique au moment de la crise de folie de son mari. D'autant qu'au début du XVe siècle, on est en pleine guerre civile en France, puisque vous avez d'un coup, comme le roi ne peut pas gouverner, il faut bien que quelqu'un le remplace. Alors il y a Isabelle de Bavière d'un côté, qui essaye de prendre le pouvoir, et puis de l'autre, il y a le frère du roi fou, il s'appelle Louis d'Orléans, et l'oncle du roi fou, il s'appelle Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Et ils se disputent tous les deux le pouvoir, donc c'est une rivalité qui est financière, qui est politique, au départ, juste financière et politique. Et quand Philippe le Hardi meurt en 1404 d'une grippe, c'est son fils Jean sans Peur qui prend le pouvoir. Et lui, à partir de 1404, on ne va pas se battre juste sur le plan politique ou financier. La guerre devient une réelle guerre, et vous savez qu'il fait assassiner Louis d'Orléans
alors qu'il sortait justement de l'hôtel de la reine. On est dans le Marais, rue Vieille du Temple, et il sort de l'hôtel, c'est l'hôtel Barbette, et à ce moment-là, il y a des assaillants donc, qui se jettent sur lui à coups de hache et qui le tuent. Et qui laissent ce qu'on appelle des chausses-trappes pour pas que les chevaux puissent les poursuivre, ces assaillants. Et en fait, le lendemain, quand l'enquête policière débute, on suit en grande partie les chausses-trappes. Alors, ils vont pas jusqu'au bout de là où ils s'étaient réfugiés, mais presque. Et on se rend compte très rapidement qu'ils se sont réfugiés dans l'hôtel qui s'appelle l'hôtel d'Artois. Et l'hôtel d'Artois appartient à qui ? Appartient au duc de Bourgogne, donc Jean sans peur, le grand rival de Louis d'Orléans. Donc là, on est vraiment à coup d'assassinat, et on va créer, à ce moment-là, donc c'est une guerre civile dans Paris et ailleurs, d'ailleurs dans le royaume, et la famille d'Orléans ne va avoir de cesse de se venger, et vous savez qu'à son tour, le duc de Bourgogne sera assassiné. Enfin, c'est le cycle vraiment de la vengeance à l'époque médiévale. Donc Isabelle de Bavière a tenté, entre ces deux parties, de gouverner. Alors, elle a donc une régence, et plus tard, d'autres reines obtiendront des délégations de pouvoir. Je pense notamment à la femme de Charles VII. Donc Charles VII, c'est le fils de Charles VI. Il est très connu, Charles VII, parce que c'est le roi, justement, avec Jeanne d'Arc, qu'elle va voir à Chinon, etc. Tout l'épisode Jeanne d'Arc se place sous le règne de Charles VII. Et Charles VII, à plusieurs reprises, a donné ce qu'on appelle une délégation de pouvoir à son épouse. Alors son épouse, vous la connaissez sans doute pas, alors que vous connaissez le nom de sa maîtresse officielle. Donc son épouse, c'est Marie d'Anjou. Et la maîtresse officielle de Charles VII, c'est Agnès Sorel. Donc Agnès Sorel, c'est la première maîtresse officielle d'un roi. Auparavant, ils avaient tous des maîtresses, mais bon, ils en avaient toute une série. Alors que lui, il l'installe vraiment dans son château, à ses côtés, etc. La première maîtresse officielle, bien avant les maîtresses des XVIe, XVIIe siècles. Alors, au-delà de ces périodes de régence ou de ces délégations de pouvoir, les autres reines des XIVe, XVe siècles, quel type de pouvoir ont-elles bien pu avoir? Alors, donc c'est ce que je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a une promotion dans certains domaines de ces reines des XIVe, XVe siècles? Alors, tout d'abord, il faut voir qu'on reconnaît toujours à la femme, donc si elle ne peut pas gouverner, par contre, on lui reconnaît toujours une médiation. La reine, elle est toujours médiatrice. Et notamment, elle est médiatrice de paix. C'est-à-dire que très souvent, donc ça, c'est une des fonctions reconnues à la femme, parce que là aussi, si on lit Christine de Pisan, la femme est toujours plus douce, plus accommodante, etc. Et donc, elle peut négocier aussi les peines. Et pendant la guerre de 100 ans, on a l'exemple d'un certain nombre de reines, qui là aussi, c'est un pouvoir, cette fois, diplomatique. Donc, ce n'est pas effectivement un pouvoir régalien, politique, comme d'autres reines, comme en Castille. Mais en France, en revanche, on voit très souvent les reines avoir ce pouvoir diplomatique et donc négocier toute une série de traités de paix. Alors, on est pendant la guerre de 100 ans. Pendant la guerre de 100 ans, je vous donnerai juste du coup un exemple. Donc, ce sont deux reines, une qui s'appelle Jeanne d'Évreux et l'autre qui s'appelle Blanche de Navarre. Et à plusieurs reprises, elles ont vraiment joué un rôle de négociatrice entre le roi d'un côté, donc on est sous Charles V, et puis son grand adversaire du temps. Alors, il y a bien sûr le roi d'Angleterre, et puis à l'intérieur même du royaume, il a un grand adversaire qui s'appelle, alors aujourd'hui il est connu, là encore dans l'historiographie, vous savez, on donne toujours des surnoms, c'est comme pour Isabeau de Bavière. Lui, il est connu comme étant Charles le Mauvais. Forcément, il est forcément le mauvais puisqu'il a combattu les rois, et en réalité, il est tout simplement roi de Navarre, et lui, il revendique l'héritage de cette petite fille, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui justement avait été écartée du trône en 1316, donc c'est sa mère, et cette fameuse Jeanne, elle a été écartée du trône, et lui, n'accepte pas cette exhérédation. Donc les reines se font à diverses reprises médiatrices dans ces traités de paix. Alors, autre promotion, là aussi toujours dans le côté des médiations, elles ont un pouvoir, les reines, elles ont un pouvoir aussi informel que du coup, nous, dans les sources, on ne voit pas toujours forcément, puisqu'elles n'apposent plus leur sceau.
Pour autant, on sait très bien qu'elles avaient ce pouvoir informel. Et là aussi, quand on travaille dans les archives, on voit très bien toute une série d'autorités, alors par exemple des villes, des communes, le pape, des établissements ecclésiastiques. On voit très bien, on les voit écrire, on a conservé les lettres à la reine pour leur demander d'intercéder en leur faveur auprès du roi. Donc certes, après, elles ne vont pas prendre forcément la décision, mais elles ont ce pouvoir de médiation, ce pouvoir officieux, entre guillemets, mais pas tant que ça, d'intercession. Donc on reconnaît vraiment à la reine, on a de très nombreux écrits montrant ce pouvoir d'intercession, notamment auprès d'Isabelle de Bavière, où on a énormément de sources. C'est la reine des 14e, 15e siècles pour laquelle on a vraiment le plus de sources, puisqu'on a conservé entièrement, pratiquement, vous savez, la comptabilité, c'est-à-dire qu'au jour le jour sont notées toutes ces dépenses. Donc il y a des dizaines et des dizaines comme ça de livres de comptes, mais très épais, où on voit vraiment toute la vie de cette reine. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir pourquoi c'est la seule reine pour qui finalement on a conservé ces registres de comptes, parce qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Il se trouvait dans ce qu'on appelle la Chambre des comptes. La Chambre des comptes a brûlé en 1737, il y a eu un grand incendie, donc il y a déjà des registres qui ont disparu à ce moment-là. Mais au moment de la Révolution française, en 1793, il y a ce qu'on appelle le Bureau des Tris qui a regardé, qui a compulsé tous les livres de comptes qui étaient encore à leur disposition. Et on a choisi de conserver, on en a mis plein au rebut, mais on a choisi de conserver les comptes d'Isabelle de Bavière, parce que reine étrangère, reine ayant eu un pouvoir politique et reine de très mauvaise réputation, la mauvaise reine des 14e, 15e siècles, elle faisait penser à une autre reine qui était au nid, bien évidemment, à ce moment-là, Marie-Antoinette. Et donc on les compare, mais concrètement, il y a des livres qui sont écrits pour les comparer, et on se dit, bien, en conservant ces livres de comptes, comme c'est un moment où la cour, effectivement, dépense beaucoup, on veut montrer son rang, son prestige, etc., par toute une série de dépenses. Elles sont indiquées dans les livres de comptes, on les conserve et on peut montrer à quel point elle fut effectivement frivole, cupide, etc., etc. Ça allait bien dans le sens de l'historiographie de la Révolution française et du modèle négatif, bien évidemment, et de la comparaison avec Marie-Antoinette. Alors, donc ces reines qui ont disposé d'un pouvoir, bien évidemment, on les stigmatise. Et c'est toujours les mêmes défauts qu'on va trouver à ces reines. Alors très souvent, elles ont voulu empoisonner le bon conseiller du roi. Très souvent, alors elles ont toujours aussi des affaires d'adultère. Donc on va toujours leur trouver ces affaires-là. Et même Blanche de Castille, qui reste dans l'historiographie comme la mère de Louis IX, qui lui aurait donné une éducation parfaite, etc., etc. Il faut bien voir qu'au moment où elle a été reine et où elle a disposé de ce pouvoir politique, c'est le début des pamphlets. On a toute une série de pamphlets qui ont demeuré et qui sont aux archives nationales. Et dans ces pamphlets, on voit très bien qu'on accuse Blanche de Castille d'adultère. Alors avec un légat du pape, enfin peu importe, on trouve toujours quelqu'un de toute façon. Mais en tout cas, ça fait partie, justement, à ce moment-là, il faut la noircir, il faut noircir son portrait, puisqu'on ne veut pas, un certain nombre d'opposants politiques ne veulent pas qu'elle ait le pouvoir. Alors, en ce qui concerne donc les autres promotions possibles de la reine au XIVe, XVe siècle, est-ce qu'on peut passer à la suivante ? Merci. Alors, il y a aussi toute une promotion dans le domaine cérémoniel. En effet, les XIVe, XVe siècles, vous savez, c'est un temps où les cours vraiment se développent dans tous leurs fastes, dans toutes les cérémonies. On en invente de nouvelles. Il y en a certaines qui existaient. On en invente de nouvelles. On a une surenchère aussi dans ces cérémonies entre Angleterre et France. Dans la guerre de Cent Ans, il n'y a pas seulement le pouvoir militaire, politique, etc. Il y a aussi tout ce qui est symbolique. Et c'est très important. Et les cérémonies servent à mettre en scène la majesté du roi la plupart du temps, mais également, du coup, de celle qui est son binôme, entre guillemets, la politique. Il s'agit donc de la reine. Alors, au sein de ces cérémonies, donc, il y en a une qui est totalement nouvelle, c'est pour ça que je vous l'ai montrée ici. Il s'agit de ce qu'on appelle la grande entrée.
la grande entrée, donc il y a des cérémonies comme ça politiques qui permettent de mettre en théâtre le corps du roi ou le corps de la reine. Dans ces grandes cérémonies, donc vous connaissez le sacre bien évidemment, mais le sacre existe déjà depuis très longtemps, hein, de toute façon, donc 751 pour les rois et un siècle plus tard pour les reines. Puis le sacre, ça se déroule dans un espace qui finalement est assez restreint, puisqu'on va trouver les grands nobles, les grands prélats, etc., etc. Là, on invente une cérémonie donc nouvelle, une cérémonie qui cette fois est totalement publique. Elle se déroule en effet dans les rues de Paris. C'est exactement la même chose à Londres et pour tous les souverains dans le cœur du royaume, dans leur capitale. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que cette cérémonie apparaît donc sous le règne de son époux, hein, de Charles VI. Donc, il arrive au pouvoir, lui, en 1380 et il fait déjà une grande entrée. Sauf que la grande entrée du roi, on en a quelques descriptions, mais pas tant que ça. Et donc, la vraiment première grande entrée à l'intérieur de Paris, c'est celle ici de la reine Isabelle de Bavière. Alors, elle a lieu le 22 août, on est un dimanche, le 22 août 1389. Elle a été préparée vraiment pendant de longs mois et quand on regarde les livres de contes conservés aux Archives nationales, le roi Charles VI, donc qui n'est pas fou du tout à l'époque, on est en 1389, la crise de folie c'est 1392. Donc là, il a le pouvoir et il décide donc de faire cette grande entrée à la reine. Et dans les livres de contes, on voit qu'il y consacre des milliers et des milliers de livres tournois. C'est vraiment quelque chose d'une cérémonie très très importante. Et donc, Isabelle de Bavière apparaît aux Parisiens. Elle entre par la porte de Saint-Denis. Après, je vous ai fait, on regardera juste le plan de Paris, puis je vous montrerai. Et donc là, c'est juste pour vous montrer, elle apparaît donc en majesté. Il faut montrer, c'est une mise en théâtre ici vraiment du corps de la souveraine. Elle est en majesté, et ce qui représente la majesté, c'est bien sûr la couronne, mais regardez aussi son vêtement. C'est la première fois, dans là aussi toute l'histoire de la royauté, qu'une reine porte une robe et un manteau donc qu'on appelle fleur de lysée, c'est-à-dire avec les fleurs de lys, donc le manteau que seul le roi, lui, portait au moment de son sacre et après lors de toutes les grandes cérémonies de son règne. Et donc pour la première fois, on fait porter cette robe à Isabelle de Bavière. C'est une reine étrangère, il faut qu'elle incarne ici complètement la royauté française. Alors, on a d'ailleurs acheté ce vêtement à une princesse qui était des fleurs de lys. Et donc là aussi, c'est rigolo, parce que dans les livres de contes, on voit très bien l'achat de la robe et du manteau à une autre princesse française. Et donc, elle apparaît dans toute sa majesté. Et notamment, vous voyez, au-dessus d'elle, il y a ce qu'on appelle le ciel, le dais, qui là aussi montre, bien évidemment, parce que c'est exactement comme le ciel, comme le dais, qu'on porte au-dessus. Il y a une fête qui est nouvelle aussi, qui s'appelle la fête Dieu, et donc c'est au-dessus de l'hostie. Et au-dessus de l'hostie, on mettait, donc au moment de la fête Dieu, on faisait en procession défiler l'hostie avec le dais au-dessus. Et bien là, pour la reine, on fait exactement la même chose, on va mettre le dais au-dessus du corps royal. Donc elle incarne la majesté royale, c'est certes une femme, mais exactement de la même manière que le roi. Alors lui, il ne peut pas faire sa grande entrée à ce moment-là, parce qu'il l'a déjà faite en 1380. C'est pour ça qu'il met en scène ici la reine. Et vous voyez qu'elle pénètre à l'intérieur donc de la ville de Paris. On a mis l'évêque de Paris avec sa mitre qui l'accueille. Et donc, elle va entrer à l'intérieur de Paris. On reconnaît au loin la Sainte-Chapelle et à droite de la Sainte-Chapelle, Notre-Dame de Paris. D'accord ? Donc, il s'agit d'une figuration. Alors, vous voyez que il y a les armoiries de la reine aussi sur les bannières. Donc, pour une reine, ces armoiries sont doubles. On dit qu'elles sont mi-parties. Avec d'un côté les fleurs de lys, bien évidemment, elle est l'épouse du roi. Et de l'autre, on conserve les armoiries de sa principauté ou de son royaume d'origine. Et elle est la fille du duc de Bavière. Donc elle a les armes aussi ici de Bavière. Et puis, vous voyez qu'on lui a fait une haie d'honneur. Et cette haie d'honneur, ce sont justement les bourgeois de Paris. On a mandé les bourgeois de Paris. Et on sait qu'ils sont d'un nombre considérable à avoir fait cette haie d'honneur. Donc tout le long ici de la procession qui mène la reine à l'intérieur de Paris. Et enfin,
Vous avez donc des princes. Donc là aussi, pour montrer la majesté, il s'agit toujours de mettre un col de fourrure qui descend bas et qui est herminé, puisque c'est la fourrure la plus onéreuse. Donc vous voyez ici, notamment, on est en 1389, et donc il y a le frère du roi, Louis d'Orléans, etc., etc. Donc tous les grands princes du royaume adextrent la reine. Et puis derrière, il y a une toute jeune princesse qui est à cheval, qui arrive juste, elle, à Paris, qui est l'épouse justement de Louis d'Orléans, alors qui est plus ou moins connue. Elle s'appelle Valentine Visconti. Et Valentine Visconti, c'est elle qui va permettre ensuite à Louis XII et à François Ier de revendiquer le Milanais, puisque elle est l'héritière, Valentine Visconti, hein, c'est la fille de Jean Galeas Visconti, le duc de Milan, et elle en est l'héritière. Et donc elle ne va pas prendre le pouvoir à ce moment-là, mais en revanche, c'est la grand-mère de Louis XII et c'est l'arrière-grand-mère de François Ier, et c'est ça qui va leur permettre ensuite de revendiquer les guerres d'Italie, en fait, hein, le duché de Milan. Voilà, c'est Valentine Visconti. Enfin, vous voyez représenter un petit bouffon, voilà, un petit clin d'œil ici, donc sur les murailles, sur l'enceinte. Et ce petit bouffon, c'est simplement pour vous dire que eh bien, les grandes entrées, il y a non seulement l'apparat, la majesté, mais il y a aussi des pièces. C'est les premières fois qu'on a des pièces de théâtre qui sont jouées. Et donc là, je veux bien qu'on passe à la... Merci. Voilà. Donc on a toute une série de pièces de théâtre qui ont été jouées. Donc on sait que pour le roi Charles VI, en 1380, il y a déjà eu des pièces de théâtre, mais on ne sait pas du tout les thèmes. On n'a rien dans les sources. Alors que pour la reine, pour la première fois, Jean Froissart, qui est vraiment le grand chroniqueur du XIVe siècle, nous indique exactement quelles ont été les pièces de théâtre représentées. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 3 pièces de théâtre qui concernent le roi. Alors on a notamment au Châtelet, c'est le lieu de la justice royale, on a représenté un lit de justice, le roi en apparat, etc. Donc c'est des acteurs hein, qui jouent à chaque fois les scènes. Donc au Châtelet, c'est le roi de justice. À d'autres lieux, donc je sais pas, je vous l'ai mis ici, donc les pièces de théâtre, ça s'appelle les mystères à l'époque. Donc voilà, on vous a mis un certain nombre, voilà, je vous ai mis tous les lieux où on représentait ces pièces de théâtre. Donc on a le roi de justice, il y en a une, c'est le roi de guerre, hein, on le voit en guerrier, il y a un acteur qui joue le roi, en guerrier, en croisade contre Saladin, c'est quelqu'un qui représente Philippe Auguste, qui est parti en croisade avec Richard Cœur de Lion, et qui combat à ce moment-là Saladin. En tout cas, on met en scène le roi de guerre. Et puis il y a une fontaine, tout en haut, là, la fontaine du Ponceau, qui montre le roi cette fois de la prospérité, puisque vous savez que le roi indo-européen, il a 3 fonctions, hein, c'est le roi de justice, le roi de guerre et le roi de la prospérité. Et dans la fontaine du Ponceau, eh bien plutôt que ce soit de l'eau qui sorte de la fontaine, eh bien là, exceptionnellement, on fait sortir du vin. Donc c'est le vin aussi, hein, le sang du Christ quelque part, puisque vous savez que dans les grandes entrées, on tente d'assimiler le roi à l'entrée, c'est finalement l'entrée du Christ à Jérusalem. Alors ça, c'est ce qui concerne le roi. Et pour la reine, on a joué plusieurs tableaux, mais je vais juste vous en décrire un. Donc au moment où elle entre par la porte Saint-Denis, alors là aussi c'est toute une mise en scène, il faut voir qu'il y avait des mécanismes, des automates, etc. Et donc au moment où elle passe la porte, il y a 2 anges, entre guillemets, donc on sait bien que c'est des enfants, qu'il y a un mécanisme, etc., qui descendent, soi-disant, du ciel, hein, et qui viennent poser une couronne sur sa tête. Et il s'agit donc, et puis ils chantent, enfin bref, il y a toute une célébration à ce moment-là. Il s'agit ici de présenter la reine comme la Vierge Marie. Donc on assimile de plus en plus au XIVe siècle la reine terrestre, hein, à la reine céleste, alors non seulement ici par la pièce de théâtre qui est jouée, mais aussi par toute une série d'écrits. Et donc il s'agit de montrer la reine ici comme dans l'Assomption finalement de la Vierge. Vous savez qu'elle est ensuite couronnée, etc. Donc on rejoue la scène de l'Assomption, mais cette fois non plus pour la Vierge Marie, pour la reine céleste, mais pour la reine terrestre. Donc il y a toute cette mise en scène hein, qui apparaît au XIVe siècle et qui va perdurer ensuite. On connaît mieux les grandes entrées d'Anne de Bretagne et d'autres reines. Donc la promotion, elle est ici en termes de majesté, de cérémonie. La promotion, elle est aussi de la reine, elle est aussi, si on peut aller à la suivante. Voilà. Alors là, c'est à la fois de la cérémonie, mais pas seulement.
En effet, pendant très longtemps, les reines de France étaient totalement exclues de l'abbaye de Saint-Denis qui était réservée seulement, c'est le cimetière aux rois. Et le cimetière aux rois, donc même Louis IX, XIIIe siècle, ne voulait absolument pas que des femmes soient inhumées à l'intérieur de l'abbaye de Saint-Denis. Et donc, pendant très longtemps, les reines sont vouées à une itinérance funèbre qui les mène dans toutes les églises voilà, de l'Île-de-France, des églises que parfois d'ailleurs elles ont pu fonder. Je pense notamment à Blanche de Castille, puisque vous savez que Blanche de Castille a fondé 2 abbayes. L'abbaye de Maubuisson, qui est près de Pontoise, qui est donc une abbaye de cisterciennes. Elle voue, elle, une grande dévotion aux cisterciens. Elle fonde l'abbaye de Maubuisson et demande à ce que son corps soit enterré à l'intérieur de l'abbaye de Maubuisson. D'ailleurs, à la fin de sa vie, pendant 2-3 jours avant sa mort, elle se sait très malade et mourante, et elle demande à prendre l'habit de moniale cistercienne. Et elle a fondé donc une autre abbaye qui est moins connue que Maubuisson, qui s'appelle Notre-Dame du Lys, qui est vers Melun, qui existe toujours. Ces 2 abbayes existent toujours aujourd'hui. Et là, cette fois, elle fonde cette abbaye et elle décide que son cœur y serait inhumé, puisque vous savez que au début, souci de préservation des corps, on pratiquait un embaumement qui faisait qu'il fallait enlever les organes les plus putrescibles, donc on enlevait toujours le cœur et les entrailles, et donc on a des tombes, parfois, c'est pas la tombe de corps, c'est la tombe de cœur ou la tombe d'entrailles. D'ailleurs, je vais vous montrer, elles sont différentes. Et Blanche de Castille, c'est la première, et là aussi c'est une reine, c'est pas un roi qui le fait pour la première fois, après ça va être repris par tous, mais c'est la première qui, dans son testament, demande, donc cette fois en amont, elle prend la décision avant de mourir, que son corps justement soit séparé, et par dévotion, le corps sera mis à Maubuisson, mais elle a une grande dévotion aussi pour Notre-Dame du Lys, le cœur doit être enterré à Notre-Dame du Lys. C'est ce qui sera fait d'ailleurs. Alors, jusque-là, donc, les reines, elles vont dans les grandes églises, les franciscains, les dominicains de Paris, etc., etc. Et donc, là où il y a promotion, c'est en 1328-1329. Donc, est-ce qu'on peut passer juste à la suivante? Merci. Merci. Et donc, là où il y a promotion, c'est que, donc, en 1328, le dernier roi capétien direct, qui s'appelle Charles IV. Donc vous vous souvenez, Philippe IV le Bel, il a 3 fils, je vous ai dit, Louis X, Philippe V, et le dernier c'est Charles IV. Donc ça c'est les capétiens directs. Charles IV meurt en 1328. Le problème c'est qu'il n'a pas d'héritier mâle. Il a des filles, mais bon, elles ont déjà été exclues. Donc à qui va bien pouvoir revenir la couronne de France? On est bien embêté. On réunit une assemblée de barons. Il y avait 2 prétendants possibles au trône. Un qui descendait bien, qui était bien le petit-fils de Philippe IV le Bel, donc c'est le roi d'Angleterre, Édouard III. Il est le petit-fils de Philippe IV le Bel, mais par sa mère, Isabelle. Et puis l'autre, c'est un cousin germain du roi décédé, et il s'appelle Philippe de Valois. Et vous savez bien que l'Assemblée des barons a choisi Philippe de Valois. Et à partir de ce qu'on appelle le changement de branche, parce que ce n'est pas un changement dynastique, on ne change pas de dynastie. Il faut bien voir que Louis XVI, quand il va sur l'échafaud et qu'on lui demande de se présenter, il est Louis Capet. On reste dans la même, tout au long, on reste dans la même dynastie, les Capétiens. Simplement, il y a des changements de branche, on passe de cousin en cousin, etc. Et donc, le changement de branche de 1328, pose souci. C'est que la nouvelle famille, là, des Valois, va devoir accentuer la légitimation de son pouvoir. Et la reine, qui est la mère des enfants de France, donc qui porte le sang de France, ce sont les Valois qui vont lui donner une place pour la première fois à l'intérieur de l'abbaye de Saint-Denis. Alors il y avait quelques reines, 4-5 en tout depuis le début, depuis les Mérovingiens qui avaient été inhumés à l'abbaye de Saint-Denis, mais à partir donc de 1328, systématiquement, toutes les reines de France maintenant sont inhumées à Saint-Denis et toujours aux côtés du roi. Donc c'est pour ça que je vous ai montré ici ce qu'on appelle les tombeaux doubles, qui sont vraiment la règle à l'abbaye de Saint-Denis. Donc Charles V d'un côté, son épouse de l'autre, Jeanne de Bourbon, et c'est le cas après pour Charles VI, Isabelle de Bavière, etc., etc. Alors, vous voyez ici la tombe du corps, le gisant donc, de Charles V,
Donc à la Révolution française, il y a eu énormément de destruction. Et vous voyez qu'il tenait un sceptre, sans doute, mais qui a en partie disparu. Et pareil, de l'autre côté, on voit que sa main tenait sans doute quelque chose, peut-être la main de justice, hein, mais là aussi, ça a été détruit. Et puis, vous voyez, Jeanne de Bourbon, la tombe là à côté, eh bien, la reine, elle est plus petite que son époux. Et puis, là encore, vous voyez, elle tient de sa main gauche un espèce de sac bizarre, un peu enroulé. Ici. Alors, tout simplement parce que son gisant de corps a été détruit à la Révolution. Et comme d'habitude, elle avait une tombe de corps, une tombe de cœur et une tombe d'entrailles. Et du coup, quand on a ouvert l'abbaye de Saint-Denis, cette fois à la visite, un monument historique, eh bien, on a fait venir sa tombe d'entrailles de Maubuisson. Donc, on l'a fait venir à l'abbaye de Saint-Denis pour la mettre aux côtés de Charles V. Mais vous voyez, le petit sac, on enterrait les entrailles, on les mettait dans un petit sac en cuir. Et ici, il s'agit de représenter ici sa tombe d'entrailles. Alors, pour juste la petite histoire, on avait complètement perdu la trace du gisant de corps. Et puis, il y a quelques années, une femme belge qui avait toujours sur le manteau, de sa cheminée une tête. Bon, voilà, elle l'avait toujours connue, donc ça, voilà, elle avait toujours cette tête-là. Donc, elle se rend un peu importe chez le dentiste, mais elle feuillette un magazine, et là, elle tombe, donc c'est pas Christie's, c'est, peu importe, Piazza, en tout cas, c'est une société de vente comme ça, d'objets anciens. Et là, elle voit une tête qui ressemble énormément à celle qu'elle a sur le manteau de sa cheminée, et qui est justement une tête de gisant mais, je ne sais plus, du 14e ou 15e siècle. Elle se dit, bon, quand même, je vais faire expertiser la tête que j'ai ici sur ma cheminée. Donc, elle fait venir l'experte de la société de vente Piazza. Et bon, quand elle arrive, elle voit tout de suite qu'il s'agit... Alors, on ne savait pas encore que c'était la tête du gisant de Jeanne de Bourbon, mais enfin, on voyait bien que c'était une grande sculpture, une tête de gisant, et l'œuvre d'un sculpteur magistral du Moyen-Âge. Et puis, c'est petit à petit, à force d'expertise, qu'on a pu montrer, donc notamment sur sa joue, en fait, c'était pas très compliqué, sur sa joue, en vieux français, il y a écrit « Je, Anne, Roine », puisqu'à l'époque on disait pas reine, mais Roine de France. Et bien évidemment, il s'agissait ici, on a retrouvé la tête du gisant de Jeanne de Bourbon, c'était donc il y a 2-3 ans. Elle a été mise en vente, mais comme il s'agissait d'une vente de quelqu'un qui venait de Belgique, l'État français, donc tous les musées étaient bien sûr prêts à acheter, mais il n'y a pas pu y avoir préemption de la part de l'État, et donc bien elle a été mise en vente, et c'est le plus offrant qui a acquis cette tête. Et donc, je ne sais pas si vous aviez suivi l'affaire à l'époque, elle a été vendue 1 250 000 €, et donc à un anonyme. Voilà, donc elle est quelque part. Voilà, mais donc on a quand même parfois des surprises comme ça, retrouver la tête du gisant de la reine Jeanne de Bourbon, qu'on pensait perdue depuis longtemps. Alors, donc, promotion de la reine, promotion dans le domaine donc, funéraire. Toutes les reines sont enterrées à Saint-Denis. Donc, je voulais juste vous montrer, donc, pendant tout le 14e, 15e siècle, on a des gisants qui attendent sereinement la résurrection, pardon, qui attendent la résurrection. Ils ont les yeux fermés, ouverts, ils ont les insignes de leur pouvoir. Voilà, c'est un grand classique. Et puis, si on peut passer... Merci. Et puis, donc, donc on est là à la fin du Moyen-Âge, fin 15e, début 16e siècle. Et donc cette fois, je ne sais pas si vous connaissez bien les tombeaux de l'abbaye de Saint-Denis. Il s'agit ici d'une représentation de Louis XII et son épouse, qui a été 2 fois reine de France. Et il s'agit donc de Anne, duchesse de Bretagne. Anne, duchesse de Bretagne. Et cette fois, il ne s'agit plus de représenter des gisants attendant la résurrection sereinement, mais c'est la mode de ce qu'on appelle les transis. Et donc, à l'étage, c'est un tombeau à double étage. Donc là, ce sont les transis en bas, et en haut, ils sont représentés en priant. Mais en bas, donc c'est ça qui m'intéresse. Donc vous voyez que cette fois, on représente le corps mort. Et en fait, là, on ne peut pas le voir, mais vous avez les traces de l'embaumement sur l'abdomen de Louis XII.
Donc on voit qu'il a été recousu et ils ont mis, le sculpteur a mis vraiment les points de suture, entre guillemets, donc sur le corps de Louis XII. Et pareil, Anne de Bretagne a le visage renversé, elle est vraiment dans le dernier râle finalement ici de la mort. Et c'est le modèle ensuite des tombeaux à Saint-Denis. À partir d'Anne de Bretagne et de Louis XII, vous savez, celui de François Ier et de Claude de France, on va avoir exactement la même chose. Voilà, mais donc les reines sont maintenant inhumées à l'intérieur de Saint-Denis. Et si on peut revenir donc cette fois en arrière, voilà. Et donc là encore, au moment donc des funérailles, il s'agit une nouvelle fois de mettre en scène, donc le roi, auparavant, les reines, elles étaient inhumées, on savait tout juste où elles allaient, mais il n'y avait aucune description des cérémonies, ça n'avait absolument aucune importance. Là encore, au XIVe, XVe siècle, pour la première fois, donc c'est ici, pour la première fois, c'est avec Jeanne de Bourbon, donc c'est toujours le même roi, Charles V, et donc il s'agit de donner une très grande cérémonie. Alors là, c'est pas la mise en scène du corps vivant, bien sûr, de la reine, mais de son corps mort, mais peu importe, on représente quand même la reine dans toute sa majesté, avec ce qu'on appelle une robe de drap d'or, donc tissée de fil d'or, et puis vous voyez qu'elle porte la couronne, elle porte le sceptre. Alors pour les reines, c'est pas une main de justice, c'est un sceptre avec une rose héraldique. Voilà, ici représentée. Et ce qui est très important, donc elle est à nouveau portée sous un dais, donc c'est vraiment l'insigne de la souveraineté. Et elle est représentée donc ce qu'on appelle à découvert, et c'est ça qui est important, puisque seuls les rois et les reines étaient portés à l'intérieur des rues de Paris jusqu'à Saint-Denis, à découvert et non pas dans un cercueil. Il s'agissait de les montrer tels qu'ils avaient été politiquement dans la vie, avec tous les insignes de leur pouvoir, alors que tous les autres, même les grands princes, sont toujours portés à l'intérieur d'un cercueil. Alors, le gros souci, bien évidemment, donc là, et bien sûr, on lui a enlevé, c'est le problème de la décomposition, et donc il faut aller vite quand même. On sait que l'embaumement médiéval, c'est pas comme en Égypte ancienne. En quelques jours, les corps quand même se décomposent et on ne peut pas les présenter comme ça, le visage à découvert. Et pourtant, le rituel de souveraineté veut qu'il soit à découvert. Et donc, vous savez que dès l'instant où l'espace entre la mort et la sépulture et l'enterrement va être trop important, eh bien, donc ça c'est pour la première fois au XVe siècle, Charles VI et Isabelle de Bavière. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il faut bien présenter à découvert, on ne peut plus forcément, et du coup on invente ce qu'on appelle des effigies, c'est-à-dire des mannequins de cire. Donc vous savez, les masques de cire qui sont pris sur le visage du mort, et ensuite donc on fait le visage. Il y a un peintre, c'est le peintre du roi toujours qu'on appelle, et il fait donc un visage, il faut qu'il soit à la semblance du défunt, donc il représente vraiment le défunt dans toute sa majesté, le visage et les mains. Et nous, c'est ce qu'on appelle des effigies. Elles ont été détruites à la Révolution une nouvelle fois à l'abbaye de Saint-Denis. Elles étaient conservées à l'abbaye de Saint-Denis. Elles ont été détruites. Par contre, si vous allez à Londres, où le même rituel a été fait pour les rois d'Angleterre, c'est vraiment un rituel de souveraineté. Vous savez que pour les papes, c'est toujours à découvert aussi qu'a lieu l'enterrement. Et du coup, à Londres, par contre, à l'abbaye de Westminster, dans le trésor de l'abbaye, on a conservé les effigies des rois et des reines d'Angleterre. Alors, pour terminer, je pense... C'est ça, oui, c'est ça, il faut que je termine. Sinon, il n'y a plus de temps pour les questions. Oui, j'arrête. Sinon, je peux continuer trop longtemps. Donc. Juste, donc, pour terminer, si on peut revenir à la première du début. Donc, le roi veut que son épouse, l'accompagne donc dans la mort avec Saint-Denis. Mais également maintenant, et là aussi c'est une des dernières promotions, cette fois artistique de la reine, à chaque fois donc que le roi se fait représenter, alors vous allez me dire, aux portes des palais, c'est tout à fait normal qu'il soit représenté aux portes des palais. Mais maintenant, sous Charles V, également aux façades des églises. Le roi se fait mettre en apparat sur un certain nombre d'églises. Mais le roi ne va plus sans sa reine. Et systématiquement, donc, il se fait représenter aux côtés de son épouse. Donc c'est sous Charles V que ça apparaît, mais ensuite ça va devenir un modèle qui se répand un peu partout. Et donc là, c'est un des exemples que je voulais vous donner. Il s'agit sans doute au Louvre, on pense que c'était des statues qui se trouvaient au Louvre. Charles V, toujours avec le sceptre, fleur-de-lysée. Et puis, il est avec l'Église, parce que c'est le grand donateur de l'Église. Et puis la reine,
à ses côtés, également avec le sceptre, et elle tient un livre sans doute de prière, soit son livre d'heures ou la Bible, peu importe. Donc il y a aussi cette promotion qui se fait dans le domaine artistique. Bon, comme j'ai été très longue, je vais m'arrêter là, même si je voulais faire une petite conclusion, mais je n'ai pas le temps. Oh, bah chérie. Donc, en conclusion, 2 minutes, la reine exerce donc un métier finalement, y a un métier qui est peu différent sur certains côtés des reines médiévales plus anciennes. Médiatrice, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, les délégations, les régences, mais qui passent dans la loi cette fois. Mais par contre, donc une promotion à la fois artistique, cérémonielle, funéraire, la comparaison aussi avec la reine vierge. Alors ça, c'est très important parce que le roi de France devient, vous savez, le monarque très chrétien. Il y a vraiment une sursacralisation du roi de France. Au même moment, se développe le modèle de la reine vierge et on met vraiment en scène cette comparaison entre la reine terrestre et la reine céleste. Celle-ci ne dispose cependant pas de l'autorité souveraine, je vous l'accorde, à la seule exception donc des régences, mais c'est seulement bien sûr pour un temps limité et seulement au nom du souverain. Donc même s'il y a des délégations, finalement, si elles gouvernent, elles n'incarnent jamais l'autorité royale, l'office royal. Au final donc, la royauté est masculine, à tel point que pour qualifier les actions politiques des femmes de pouvoir, les auteurs contemporains renvoient toujours au vocabulaire de la virilité. Je ne vous citerai qu'un exemple, à propos d'Isabelle la catholique, qui pourtant était héritière et qui a vraiment gouverné la Castille. Donc un chroniqueur constate, je cite, « Sous l'enveloppe féminine, c'est-à-dire sous son corps de femme, elle a toujours maintenu un esprit viril. » Il ne pouvait pas en être autrement, bien évidemment. Pour les théoriciens et les chroniqueurs médiévaux, les femmes de pouvoir ont donc un cœur d'homme, c'est ce qu'on disait, dans un corps de femme. Je cite ici un chroniqueur qui parlait de Blanche de Castille. Ces permutations de circonstances permettaient de ne pas remettre en cause le paradigme de la supériorité masculine. Voilà. Il faut toujours que ce soit du sang de la dynastie. Alors, bon là, des fois il peut y avoir des changements de branche, mais il faut que ce soit le sang. On n'est pas dans un système, effectivement, romain ou autre. Pensez à l'Antiquité romaine de l'adoption. Mais dans la monarchie, enfin, depuis les Mérovingiens, ce qui compte quand même, c'est toujours le système héréditaire vraiment du pouvoir. À la rigueur, il peut y avoir un système électif. Donc, en période justement, comme là je disais en 1328, on a recours à l'assemblée de barons qui va décider, entre guillemets, et ça s'est vu à d'autres reprises, mais jamais on a songé à l'adoption parce que on veut le sang. Il y a vraiment une mystique du sang royal. Alors, pendant longtemps, c'est vraiment parce qu'on a besoin de légitimer davantage le pouvoir sous les Valois, que du côté du roi, il y a vraiment, au niveau de la théorie politique, on a vraiment voulu faire du roi, vous savez, c'est toute la naissance de tous les mythes de la nation France sous les Valois à ce moment-là. Et donc, l'assimilation de la reine terrestre à la reine céleste, elle est vraiment marquée par cette comparaison. Il fallait aussi lui donner, même au niveau du sacre, cette aura supplémentaire. Et le culte de la Vierge, c'est vrai que c'est au XIIe, XIIIe siècle, mais il y a un retard effectivement ici, mais qui est lié cette fois aux politiques, qui est lié aux besoins politiques de légitimation d'une dynastie, d'une branche dynastique en tout cas, qui est un peu contestée. On est quand même pendant la guerre de 100 ans, et tout à l'heure j'ai parlé de Charles dit le Mauvais, il conteste lui-même à l'intérieur du royaume de France. Donc c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une politique de communication ici royale, qu'on a cette idée de mettre en scène la reine sous ses traits. Et après, on a des poèmes, on a des écrits vraiment qui les comparent. Il y a pas que, là, je vous l'ai montré que par la cérémonie, mais tout à l'heure, j'évoquais Christine de Pisan. Elle a vraiment écrit comme la reine, comme la Vierge et l'intercesseur entre son fils et l'ensemble des fidèles, la reine Thérèse, donc,
et elle aussi l'avocate de ses sujets auprès du roi. Donc ça, elle l'écrit vraiment, on voit vraiment que ça fait partie d'un ensemble de théories politiques qui se développent alors. Donc, en France, pardon, vous m'entendez je pense qu'il y a deux raisons. Donc, déjà, on est vraiment dans une centralisation. On voit vraiment qu'à partir de Philippe Auguste, parce que pendant longtemps, les rois capétiens dominaient un territoire qui était quand même très réduit, il faut bien le voir, entre Paris, Orléans, et puis tout le reste, ça appartenait à des grands princes, des ducs, etc. Et c'est vraiment à partir de Philippe Auguste qu'on assiste à cette centralisation du pouvoir. C'est lui qui reconquiert notamment la Normandie sur les Anglais, et puis plein d'autres territoires, Anjou, etc. Et qui, même au niveau des institutions de l'État, vous savez, c'est lui qui met en place le Parlement, etc. etc. Donc on voit qu'il y a cette volonté d'étatisation, entre guillemets, en tout cas de centralisation du pouvoir. Et en France, on a joué énormément sur toute une série de mythes qui aujourd'hui nous paraissent complètement légendaires. Enfin, de toute façon, ce sont des mythes, mais auxquels tout le monde croyait. Et donc, bien sûr, on connaît l'histoire de la Sainte-Ampoule, mais il y a toute une série d'autres mythes qui allaient avec, l'oriflamme, enfin bon, bref, il y a plein de... les fleurs de lys qui apparaissent miraculeusement, enfin bon, il y a toute une série comme ça de mythes. Et en France, vraiment ce qui caractérise la France par rapport aux autres royaumes, c'est vraiment cette histoire d'huile céleste. Il n'y a que en France où on a ce mythe autour de cette huile céleste vraiment venue de Dieu. Et du coup, au moment du sacre, le roi de France d'ailleurs comme la reine, ce sont les seuls qui aient le droit de communier, on dit, sous les deux espèces. C'est-à-dire que le corps et le sang du Christ. C'est complètement interdit, le sang du Christ, même les moniales, etc., ne communient pas sous les deux espèces. Au moment du sacre, le roi peut communier sous les deux espèces. Et après le sacre, il a même un pouvoir qu'on appelle thaumaturge. Donc c'est-à-dire qu'il est capable de créer des miracles, de guérir certaines maladies. Voilà, il guérit les écrouelles. Et ça... Voilà, le miracle de la Sainte-Ampoule, etc., c'est vraiment très développé en France, moins dans d'autres monarchies. On a voulu le faire, bien sûr, même en Angleterre. Et notamment aussi, en Angleterre, on s'est bien rendu compte que quand Louis IX a acquis les reliques de la Passion, donc, qui étaient les reliques les plus prestigieuses de toute la chrétienté, qu'il les fait mettre dans sa Sainte-Chapelle, qui devient dès lors le trésorier du Christ, c'est la nouvelle terre bénie, etc., on voit qu'il y a vraiment une sacralisation incroyable autour du roi et du royaume de France, plus que dans les autres monarchies. Et en France, donc, ce que je disais, on ne renverse pas un roi, ce n'est pas possible. En Angleterre, le nombre de fois où les rois sont renversés, assassinés, etc., etc., voilà. Et donc, cette histoire de la Sainte-Ampoule, vraiment, je pense que c'est au cœur du problème, parce que les femmes, elles sont vraiment exclues du sacré. Alors, pas au tout début, mais très rapidement. Voilà, non pas, c'est pas bien sûr pas elle qui, vous le savez très bien, qui touche tout ce qui est lié au sacré. Et donc ça paraît complètement impossible qu'une femme puisse être sacrée avec l'huile de la Sainte-Ampoule. Donc c'est un coup de force, c'est vraiment un coup de force. Mais quand on veut le légitimer, pour différencier de l'Angleterre, la règle partout, parce qu'en fait la France, vous avez l'impression que du coup toutes les reines sont exclues, partout. Mais non, c'est vraiment l'exception française. J'ai parlé de la Castille, j'ai parlé de l'Angleterre, mais partout, la Suède, enfin tous les autres royaumes, les femmes peuvent hériter du pouvoir, et quand elles ne peuvent plus, c'est seulement parce qu'on a imité la France. Après, en Espagne, ça va être le cas, etc. Enfin, plus tard, bien plus tard. Mais en tout cas, c'est quand en Savoie, le duché de Savoie, c'est pareil, on voit qu'on imite la France. Mais c'est vraiment, voilà, c'est pas la règle, c'est plutôt le contraire en fait. Alors, le problème, c'est bien sûr dans les sources, on nous dit toujours qu'ils s'aimaient parce que c'est l'image chrétienne de l'attachement entre les époux. Mais on veut toujours que ce soit un attachement qui soit lié à la raison et pas à la force des sentiments. Et au contraire, quand c'est la force d'une passion, c'est plutôt condamné. Et alors, est-ce qu'ils s'aimaient vraiment? C'est très difficile de le savoir. Bon voilà, on nous dit toujours que Philippe IV le Bel aimait énormément sa femme, Jeanne de Navarre, mais qu'est-ce qui est de la part du chroniqueur et de la réalité? Par contre, ce qui est vrai, c'est que parfois on dit qu'un roi, par exemple Louis XI,
son épouse c'est Charlotte de Savoie, et alors là on disait par contre qu'il la détestait, il l'a reléguée au fin fond d'un château, il ne lui donnait, ça c'est les chroniqueurs de l'époque qui disent ça, il ne lui donnait aucun moyen pour vivre, la pauvre elle était presque en souillon, etc., etc. Et en fait, quand on lit, là encore, on a quelques contes, et puis l'état de sa maison, on se rend compte que non, elle a un trésor comme la plupart des reines, elle a un hôtel avec 150 serviteurs, et que en fait, ce sont les chroniqueurs qui voulaient dénoncer ce Louis XI que l'on n'aimait pas beaucoup, et qui s'en sont servis, donc là, dans l'historiographie, pour mettre en scène une reine qu'il reléguait, quoi. Donc, il faut vraiment se méfier des sources médiévales. Alors, au niveau de l'éducation, on sait aujourd'hui que les princesses, donc cette fois il s'agit de l'éducation de princesses, parce qu'on ne sait pas toujours qu'elles vont devenir reines, mais même au niveau de l'éducation des princesses, alors il y en a un certain nombre de futures reines qui sont envoyées à la cour de France dès l'âge de 4-5 ans, quand on sait qu'elles vont devenir les futures reines. Mais peu importe, les princesses en général, donc il y a une thèse qui a été écrite sur justement leur éducation, et donc on sait qu'elles avaient vraiment une éducation à part entière, voilà. La seule chose qui était différente, c'est qu'en général, elles n'apprenaient pas le latin. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont fait traduire des ouvrages politiques du latin au vieux français. Alors une éducation politique, qu'est-ce qu'on peut appeler une éducation politique? C'est-à-dire qu'on trouve dans leur librairie, enfin leur librairie c'est ce qu'on appelle les bibliothèques, pardon, ça portait le nom de librairie. Et on trouve un certain nombre d'ouvrages politiques. Et notamment pour Jeanne de Bourgogne, donc, qui est la femme de Philippe VI, le premier roi de la guerre de 100 ans, on a justement tout l'inventaire de sa bibliothèque, et on sait qu'elle lisait, pour le coup, des ouvrages politiques, qu'elle avait demandé expressément, c'est elle qui avait, par œuvre de mécénat, fait traduire ces ouvrages-là. Donc elle, à un moment donné, elle reçoit des délégations de pouvoir, à ce moment-là, elle fait traduire ces ouvrages, et donc, alors, je ne pense pas que l'éducation politique, c'était une éducation quand elles étaient petites filles, mais en revanche, l'éducation, c'est quelque chose qui se poursuit dans l'idée médiévale. Et même pour les princesses qui sont héritières, elles sont héritières vraiment. Donc elles ont forcément, on les met à un moment donné dans le conseil, elles prennent des décisions, etc. Et je ne pense pas que ce soit des potiches. Bien au contraire, pour Blanche de Castille, on voit très très clairement qu'elle est au centre de toutes les décisions, et même militairement, quand il y a la révolte des barons contre Louis IX, parce qu'il est mineur, et donc malheur à la terre dont le roi est un enfant, et donc il y a toute une série de révoltes en 1226 jusqu'en 1230, c'est elle qui est vraiment sur le devant de la scène, et même militairement, qui est là sur le champ de bataille. Elle ne va pas combattre, mais elle est là. Donc non, je ne pense pas du tout que, pour le coup, c'était des potiches. Alors, elle a eu une régence effective, elle a pris des actes politiques, mais aujourd'hui, donc c'était des actes par exemple de médiation, où ou alors elle répondait à des établissements, elle agissait politiquement, mais c'est pas des grandes réformes, etc. Parce qu'elle a toujours été aux prises, de toute façon, avec d'un côté Louis d'Orléans, de l'autre Jean sans peur, et elle essaye justement de faire ce qu'elle peut pour tenter de faire une médiation de paix. Mais voilà, donc la seule chose qu'on a vraiment retenue d'elle, c'est qu'effectivement en 1420, là c'est vraiment elle qui est quand même à la manœuvre. Alors elle n'a pas non plus trop de choix, parce que justement je vous parlais de l'assassinat du duc d'Orléans, ça aboutit plus tard à l'assassinat du duc de Bourgogne, et c'est pour ça que le traité de Troyes est signé, parce que la Bourgogne s'allie aux Anglais, et donc la Bourgogne, c'était à ce moment-là les protecteurs d'Isabelle de Bavière, et donc voilà, elle a un choix qui est quand même assez limité. Mais en tout cas, c'est celui qu'on a retenu avec le traité de Troyes. De toute façon, la redécouverte d'Aristote, elle est vraiment partout dans tout ce qui est politique. On ne lit plus qu'Aristote. En fait, on parlait tout à l'heure de l'éducation politique des rois. Il faut bien voir qu'elle ne se fait que par Aristote. C'est vraiment majeur. Et bien, quand on lit Aristote, autant c'est un auteur majeur pour politique, pour tout ce que vous voulez, mais alors quand on lit des fois certaines choses sur les femmes, c'est vraiment donc le sexe faible, elles sont vraiment dévalorisées à un point extrême, et donc on reprend parfois certaines maximes de ces ouvrages.
Après, là on est dans le monde grec. Après, il faut bien voir que au niveau des clercs, cette fois, et on reste sur le Moyen-Âge, voilà, quand on lit des fois certains sermons, ils sont d'une virulence incroyable, et notamment, je pense à un prédicateur qui a fait une liste par ordre alphabétique de tous les péchés féminins. Donc à chaque lettre correspond un péché. Quand on lit la liste, c'est incroyable, quoi. Ça fait vraiment rire mes étudiants parce que je leur fais lire. Et donc voilà, tous les mots viennent de toute façon de toutes les femmes qui sont tellement tentatrices, bavardes, médisantes, etc., etc. Donc plus qu'Aristote, c'est quand même aussi les théoriciens voilà, religieux. On ne peut pas mesurer son influence quand même. Non, je pense que c'est plus quand même, c'est aussi l'ambiance de toute façon cléricale. Mais il faut bien voir que les femmes, même Christine de Pisan, qui est quand même la femme écrivain, de toute façon il y a un certain nombre de paradigmes qu'elle ne remet jamais en cause, et partout on voit dans ses écrits que la femme de toute façon doit obéissance et soumission à son mari. Ça c'est de toute façon, voilà. La seule chose qu'elle dit, c'est que, mais attention, les femmes ne sont pas des esclaves aux pieds de leurs époux. C'est ce qu'elle rajoute. Hein, parce que voilà, elles ne sont pas des esclaves, mais elles doivent soumission et obéissance. Il ne faut pas en faire du tout une féministe. Hein. Alors,